Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par l'association ELI Ensemble Leucémie Lymphome Espoir. Aujourd'hui, nous allons parler des lymphomes cutanés, une forme de lymphome plus rare qui touche donc la peau comme son nom l'indique. Un lymphome font des lymphomes euh, plus ou moins connus et qui nécessitent, on le pensait aujourd'hui, une émission spéciale de 1 heure et demie. Lors de cette émission, vous aurez la chance d'avoir avec nous la participation des experts des pathologies des lymphomes cutanés. Nous aurons le docteur Ram Wolf de l'hôpital Saint-Louis, le docteur Demasson de l'hôpital Saint-Louis, le professeur Bagot de l'hôpital Saint-Louis. Je vous rassure, on ne reste pas qu'à Paris. Nous avons le professeur Bellobari qui vient de l'hôpital de Bordeaux. Et puis nous aurons la société Patientis qui viendra nous parler d'un projet que nous avons mis en place avec eux en collaboration pour le suivi des patients atteints de lymphome cutané. Et nous finirons ce webinaire avec le témoignage de Florian, qui est patient atteint de lymphome cutané. Mais avant de commencer, j'ai quelques informations techniques à vous faire passer. Vous pouvez utiliser la fonction chat qui se trouve en bas à droite de votre fenêtre. Et dans cette fenêtre, vous pouvez dialoguer et vous pouvez poser des questions. Par exemple, on pourrait commencer maintenant par l'utiliser pour nous indiquer, par exemple, de quelle ville vous nous contactez. Comme je viens de dire, vous pouvez poser des questions pendant le webinaire à tout moment. Vous n'aurez pas la parole puisque les micros ne sont pas activés, mais la fonction chat vous permettra de poser des questions. Nous avons une équipe en ligne qui est chargée soit de répondre aux questions directement, soit de me faire part des questions pour que je les pose aux intervenants au moment voulu. Donc nous allons commencer par le premier sujet de ce webinaire qui est présenté par le docteur Caroline Ramwolf et qui va nous parler des lymphomes cutanés mycosis fongoïde. Pardon. C'est à vous, docteur. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis le docteur Ramvol, je suis praticien hospitalier dans le service de dermatologie de l'hôpital Saint-Louis et je m'occupe spécifiquement de patients atteints de lymphome cutané. Je vais vous parler du mycosis fongoïde. Donc, d'abord, quelques petites généralités sur qu'est-ce qu'un lymphome cutané. En fait, un lymphome, ça survient quand des lymphocytes B ou T, des lymphocytes, c'est des globules blancs, qui ont muté, qui sont clonaux, se sont multipliés de façon un petit peu incontrôlée. Ça donne un lymphome B si c'est des lymphocytes B, un lymphome T si c'est des lymphocytes T. Et contrairement à la plupart des autres types de lymphomes, qui débutent souvent plutôt dans les ganglions lymphatiques, les lymphomes cutanés se développent principalement dans la peau. Et on sait que la peau, c'est quand même la plus large surface d'interaction entre le corps humain et son environnement, et c'est donc un organe clé pour les défenses de l'organisme. Et il y a des milliards de lymphocytes, de globules blancs qui se déplacent en permanence vers la peau et qui y résident pour une durée variable. Et quand un de ces lymphocytes mute et croît de manière un peu incontrôlée, il donne naissance à ce qu'on appelle un lymphome cutané. Voilà. Il faut savoir que les lymphomes T cutanés, comme le mycosis fongoïde, sont beaucoup plus fréquents que les lymphomes B cutanés. Alors, il faut savoir que les lymphomes cutanés, ça reste une maladie qui est rare. Il y a à peu près 600 nouveaux cas par an en France. Et le diagnostic est souvent évoqué cliniquement, c'est-à-dire par le médecin, et on le confirme par une biopsie cutanée. Et il faut savoir aussi qu'il y a une classification de l'OMS et de l'ORTC qui répertorie toutes les sortes de lymphomes cutanés. Voilà, vous avez une classification un petit peu compliquée à comprendre, mais ce qu'on peut voir, c'est que finalement, dans cette classification, vous avez les CTCL, c'est les lymphomes T cutanés, donc toute une série de lymphomes, de types de lymphomes T cutanés, et les CBCL qui sont des lymphomes B dont on ne parlera pas aujourd'hui. Et ce qu'on voit, c'est que le mycosis fongoïde, c'est le plus fréquent de tous les lymphomes cutanés puisqu'il représente, vous voyez, 39% de tous les lymphomes cutanés. Donc, juste pour vous faire ce petit graphique qui vous montre un peu l'ensemble
des lymphomes cutanés qui existent. Vous voyez, comme je vous le disais, que le lymphome, le mycosis fongoïde, c'est entre 40 et 50% de tous les lymphomes cutanés. On a ce qu'on appelle aussi les lymphoproliférations T cutanées CD30 qui représentent à peu près 20% des lymphomes cutanés. Tous les lymphomes B qui représentent aussi entre 20 et 25% des lymphomes cutanés. Le syndrome de Sézary, dont vous parlera le docteur de Masson, qui ne représente que 5% de tous les lymphomes cutanés, qui est beaucoup plus rare. Et une toute petite partie qui représente les autres lymphomes cutanés et qui est vraiment une toute petite partie des lymphomes cutanés avec toute une série de maladies qui sont très, très rares. Voilà, donc moi, je vais me focaliser un petit peu plus sur le mycosis fongoïde, donc qui est le lymphome cutané le plus fréquent. C'est un lymphome T cutané. Donc, au stade précoce, on va avoir ce qu'on appelle des macules, c'est-à-dire des lésions planes, ce qu'on peut appeler aussi des patchs, qui sont érythémateux, c'est-à-dire un peu rouges, finement squameux, c'est-à-dire avec des petites squames. Et souvent, ce qui est caractéristique, c'est en forme d'arc. Vous voyez, c'est arciforme. Et ça apparaît souvent sur des zones qui ne sont pas photo-exposées, c'est-à-dire des zones qui sont cachées du soleil. On va avoir souvent ces plaques rouges sur la zone du caleçon ou les zones sous les bras, les zones axillaires. Et elles ont la particularité, ces lésions de mycosis fongoïde assez débutantes, d'être encochées, vous voyez, comme des petites encoches, ou ce qu'on peut dire aussi comme sur la photo de droite, en carte des géographies. Et c'est différent de l'eczéma, qui a un caractère plutôt avec des bords émiettés, pas très bien limités. Le mycosis fongoïde, lui, a des bords assez bien limités. Et c'est souvent associé à des démangeaisons, mais pas toujours. Voilà, donc je vous remonte des lésions à type de patch. Donc ça peut être des lésions très très légères, hein, des petites plaques assez bien limitées, un petit peu rouges, qui sont à peine visibles parfois. Et parfois, ou d'emblée, ces lésions peuvent s'épaissir et donner des vraies plaques qui sont, on va dire, infiltrées un petit peu en relief. Vous voyez, comme là, et on retrouve ce caractère encoché, bien limité. Voilà. Et beaucoup plus rarement, on peut avoir une évolution vers des lésions tumorales. On va alors parler de MF, de mycosis fongoïde tumorale. Et on parle dans ce cas-là souvent de mycosis fongoïde transformée, avec, ça veut dire à l'histologie, c'est-à-dire quand on va faire un prélèvement de peau, on va voir dans ces cas-là des grandes cellules dans la biopsie de peau. Et donc, cette forme est beaucoup plus rare. Et on a une atteinte associée parfois des ganglions ou des organes dans ce type de forme, mais pas toujours non plus. Voilà, il faut savoir aussi, il faut bien comprendre que l'évolution des patchs vers les plaques, vers les tumeurs, ce n'est pas systématique. Un patient peut rester toute sa vie au stade des patchs. Tout ça, c'est vraiment très imprévisible. Cette maladie, il faut garder à l'esprit qu'elle est très imprévisible et qu'on ne peut pas savoir à l'avance. Il n'y a pas de facteurs qui vont permettre de savoir les patients qui peuvent évoluer ou ceux qui resteront au stade finalement qu'on va appeler plutôt débutant. Ce qui est le plus fréquent finalement, de rester au stade des patchs. Voilà. Une autre évolution possible, mais qui reste aussi exceptionnelle, c'est l'évolution vers un mycosis fongoïde érythrodermique, c'est-à-dire que là, la peau va être rouge sur plus de 80% de la surface corporelle, ce qui est un petit peu différent de ce qu'on voit dans le syndrome de Sézary, parce qu'il n'y a pas d'atteinte sanguine dans le mycosis fongoïde. Ça, le docteur de Masson vous parlera un petit peu plus spécifiquement du syndrome de Sézary, mais il peut y avoir des mycosis fongoïdes où des patients sont très rouges, mais c'est pareil, ça reste une évolution exceptionnelle. Donc, comment fait-on maintenant, on va rester sur comment fait-on le diagnostic de mycosis fongoïde. Alors, le dermatologue va suspecter le diagnostic en voyant l'aspect des plaques, et ce qui va confirmer le diagnostic, c'est la biopsie cutanée. Donc, les patients, je vois qu'il y a beaucoup de patients là qui sont présents par le chat. Je pense que tout le monde sait, tout le monde a eu une biopsie cutanée dans son parcours. Donc voilà, ça consiste avec un petit ustensile qui s'appelle un punch, de prendre un petit morceau de peau où on va pouvoir analyser, donc ça fait une petite carotte de peau, on va analyser l'épiderme, le derme et l'hypoderme. On envoie ce petit prélèvement dans un service qui s'appelle l'anatomopathologie.
le pathologiste va analyser ce prélèvement. Alors, je vous montre ce que c'est qu'une peau normale au microscope. Donc, vous avez sur la photo de gauche en violet l'épiderme. En dessous, vous voyez en violet et en rouge foncé ce qu'on appelle l'épiderme. En dessous, en rose plus clair, on a le derme. Et en blanc, l'hypoderme. Vous voyez là, ce qui est plus rose foncé, c'est l'épiderme. Ce qui est un petit peu plus clair en dessous, c'est le derme. Et qu'est-ce qui se passe dans un mycosis fongoïde? Comme vous pouvez le voir par rapport à la diapo précédente, dans le mycosis fongoïde, on va avoir un infiltrat de lymphocytes, de globules blancs, qu'on va caractériser en bande sous l'épiderme et qui va se mettre dans l'épiderme. Vous voyez tous ces petits points violets dans l'épiderme et dans le derme, c'est des lymphocytes qui infiltrent la peau. Et c'est spécifique, ça, cet aspect-là, va nous permettre de faire le diagnostic de mycosis fongoïde. Et c'est ça qui va se traduire sur la peau par une plaque. Donc, le diagnostic, il faut comprendre qu'il est parfois difficile parce que là, vous voyez, il y a beaucoup de lymphocytes sur cette biopsie, mais parfois, c'est beaucoup moins facile. Et souvent, il faut une discussion entre le pathologiste et le dermatologue pour pouvoir arriver au diagnostic. C'est ce qu'on appelle la confrontation anatomo-clinique. Et même parfois, il faut répéter les biopsies parce que le diagnostic n'est pas si clair que ça à la première biopsie. Souvent, un élément qui peut nous aider, c'est de faire une recherche de clones T cutanés, donc c'est-à-dire faire par PCR ou par séquençage au débit des gènes dans la peau, une technique qui nous permet de repérer un clone cutané. Et ça, c'est un argument en faveur du mycosis fongoïde quand l'examen histologique est un petit peu difficile pour pouvoir arriver au diagnostic. Donc, le mycosis fongoïde, je vous ai montré l'aspect en plaques, en carte de géographie, mais il faut savoir qu'il y a des formes, des variantes du mycosis fongoïde, notamment une forme qu'on appelle pilotrope ou folliculotrope, qui va donner comme des lésions un peu qui vont ressembler à de l'acné, des kystes, des comédons, ou des petites, comme si autour des poils, il y avait, comme sur la photo de droite, en haut à droite, des rougeurs autour des follicules pileux. Parfois, on peut avoir un aspect en plaque avec un aspect râpeux de la peau ou voir des zones de dépilation. Et cette forme un petit peu particulière de mycosis fongoïde, c'est la forme pilotrope. Et vous voyez là sur l'histologie, là, le gros rond blanc, c'est un poil. Et en fait, les lymphocytes que vous voyez en marron, les globules blancs, infiltrent dans cette forme-là la gaine qui se trouve autour du poil. Et c'est ce qui va donner cet aspect d'atteinte un petit peu, le poil qui ne va pas pousser normalement. Une autre forme qui, par contre, est reconnue dans les variantes, mais qui est extrêmement rare, c'est le mycosis fongoïde chalazodermique, qui va donner un aspect hyperlaxe, comme s'il y avait une perte d'élasticité au niveau des plis, et c'est dû à une destruction par les globules blancs des fibres élastiques. Donc, ça donne des plaques comme ça, très lâches, mais c'est une forme assez rare. Il faut savoir qu'il y a plein d'autres formes de mycosis fongoïde, d'aspects dermatologiques. Par exemple, on peut parfois avoir des plaques dépigmentées, comme sur la photo de gauche, un mycosis fongoïde qu'on va appeler hypopigmenté. C'est différent du vitiligo. Et parfois, on a des atteintes avec juste des plaques au niveau des paumes et des plantes. C'est ce qu'on appelle le mycosis fongoïde syringotrope, qui est dû à une atteinte autour des glandes sudorales de la peau. Voilà, donc je vais aller assez vite pour finir. Le bilan qu'on doit faire une fois qu'on a fait le diagnostic de mycosis fongoïde, c'est adresser le patient dans un centre de référence de prise en charge des lymphomes cutanés. Il y a un réseau dont le professeur Bagot va vous parler qui est mis en place en France. On confirme le diagnostic par une nouvelle biopsie si besoin avec recherche de clonalité. On évalue le stade du mycosis fongoïde et on va plus ou moins évaluer s'il y a besoin de faire un bilan d'extension par un scanner, une biopsie de ganglion s'il y a un ganglion palpable. Et on propose un traitement. Tout ça, c'est validé lors d'une réunion de concertation pluridisciplinaire où l'équipe qui s'occupe des lymphomes cutanés se réunit pour décider du traitement à proposer aux patients. Et bien sûr, il faut prendre le temps d'expliquer aux patients sa maladie, le traitement envisagé et être plutôt rassurant. Voilà, donc ça, je vais passer rapidement, le professeur Bagot va vous parler.
Et donc, les traitements, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les stades précoces, on reste sur des traitements locaux en première intention, des crèmes à la cortisone, les DAGA, la chlorméthine en gel, la photothérapie. Et sur les cas un petit peu plus avancés ou en cas d'échec de ces traitements locaux, on va passer à des traitements qu'on appelle systémiques. Il y a plusieurs options possibles. Ça, le professeur Bello-Barry va vous revenir sur les traitements du mycosis fungoïde dans sa présentation tout à l'heure. Voilà. Ainsi, dans les formes avancées. Merci, Dr. Ramwolf. Voilà. Alors, je tiens à préciser qu'on a des questions qui sont en live et on a eu des questions qui nous avaient été envoyées précédemment. Alors, je vais essayer de faire un petit mix entre ce qu'on a en live et ce qu'on a reçu. On s'aperçoit que cette forme de lymphome est polymorphe dans ses symptômes, dans ses apparitions, ce qui peut parfois expliquer une errance diagnostique. Tout à fait. Et la question, c'est comment faire le diagnostic différentiel avec un psoriasis, pardon, et comment, lors d'une lecture de biopsie, ne pas confondre un carcinome avec un lymphome cutané. Alors, ça, les pathologistes sont vraiment spécialisés dans la lecture. Quand on fait une biopsie cutanée, ces médecins pathologistes, c'est leur spécialité. Et vraiment, entre un mycosis fungoïde, un psoriasis et un carcinome, c'est pas du tout le même aspect. Là, dans le lymphome cutané, on va avoir une prolifération de ces petits lymphocytes, ces petites cellules que je vous ai montré violacées, un petit peu violettes. Il y a aussi des marquages complémentaires, ça, j'ai pas eu le temps de vous en parler, mais il y a des marqueurs maintenant de l'immunohistochimie où on voit le type de cellules qui prolifèrent. Dans un carcinome, c'est les kératinocytes qui prolifèrent de façon anormale. Dans un lymphome, c'est les lymphocytes. Et le psoriasis, c'est une maladie inflammatoire et c'est pareil, il y a des particularités histologiques qui sont classiques qu'on ne retrouve pas dans le mycosis fungoïde. Et ça peut arriver, par contre, de prendre un psoriasis pour un mycosis fungoïde, de traiter comme un psoriasis alors qu'on est sur un mycosis fungoïde. Et c'est pour ça qu'il ne faut quand même pas hésiter à biopsier un psoriasis qui ne répond pas au traitement habituel de psoriasis. D'accord. Alors, une question qui n'a pas été posée, mais que je me pose. Je sais que dans les lymphomes systémiques, on a un système de double relecture des biopsies. Est-ce que ce système de double relecture pour les biopsies de lymphome cutané existe? Tout à fait. Tous les cas de lymphome cutané qui passent par les centres de référence du GFEC sont relus lors d'une réunion de relecture qui a lieu tous les 2 mois où les anapathes se réunissent. Et tous les cas sont confirmés lors d'une réunion de pathologistes du groupe français d'études des lymphomes cutanés. Le professeur Bagot va vous présenter ce groupe. D'accord. Allez, vous avez le droit à une troisième question. Un mycosis fungoïde transformé, est-ce un lymphome cutané CD30+? Un mycosis fungoïde transformé, ça peut exprimer le CD30, mais c'est 2 maladies différentes. C'est-à-dire que le lymphome CD30, c'est une maladie qui est identifiée par rapport au mycosis fungoïde. Et c'est l'histoire de la maladie qui va nous permettre de faire la différence. Un patient qui a des plaques de mycosis fungoïde depuis longtemps ne va pas développer un lymphome CD30, il a un mycosis fungoïde transformé qui exprime le CD30. Une lésion de lymphome CD30 isolée qui apparaît comme ça spontanément sans histoire de mycosis fungoïde, c'est un lymphome CD30. C'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça, mais c'est 2 maladies différentes. D'accord, très bien. Merci, Dr. Ramwolf, c'était très clair. Nous allons maintenant passer au syndrome de Sézary, une autre forme de lymphome cutané qui nous est présentée par le docteur Demasson. Bonjour à tous. Voilà, donc moi je suis praticien hospitalier universitaire dans le service de dermatologie de l'hôpital Saint-Louis. Donc je travaille avec le docteur Ramwolf et le professeur Bagot. Et je travaille plus spécifiquement aussi sur les lymphomes cutanés. Donc, je vais vous parler ici du syndrome de Sézary. Alors, donc Caroline vous a déjà parlé des lymphomes T cutanés et vous avez compris que c'est un groupe très hétérogène qui a de nombreux lymphomes cutanés dont le mycosis fungoïde est la forme la plus fréquente.
Et le syndrome de Sézary, c'est la forme dite érythrodermique. Donc Caroline a défini ce terme tout à l'heure qui veut dire qu'on a plus de 80% de la surface corporelle, de la peau qui est atteinte par une rougeur. Et ça avait été décrit initialement par un médecin qui s'appelait Albert Sézary, qui était médecin à l'hôpital Saint-Louis. Et il avait identifié que dans le sang de ces patients, il y a des cellules qui ont un aspect anormal parce qu'en fait, c'est une forme dans laquelle on a une atteinte à la fois de la peau et du sang. Voilà, c'est vraiment la caractéristique du syndrome de Sézary. Donc, je ne reviens pas là-dessus puisque Caroline vous en a parlé, mais vous avez bien compris que c'est lymphome cutané primitif. Le plus fréquent, c'est le mycosis fongoïde et le syndrome de Sézary, ça ne représente que à peu près, c'est 10 fois moins fréquent que le mycosis fongoïde. Donc, ça représente environ 5% des lymphomes cutanés primitifs. Donc, c'est vraiment une maladie très, très rare. Donc, vous l'avez compris, c'est une forme dite avancée de lymphome cutané puisque c'est défini par une atteinte sanguine. On considère que quand il y a une atteinte sanguine, c'est une forme un peu plus avancée de la maladie. Comment ça se manifeste? Eh bien, en fait, très souvent, il y a un prurite, c'est-à-dire des démangeaisons. Les patients se grattent et ça peut révéler vraiment la maladie. Il y a donc une érythrodermie, ça veut dire que toute la surface corporelle est rouge, mais ça n'est pas toujours le cas au début de la maladie. Et donc parfois, cette érythrodermie, elle se développe par la suite. Et puis on l'identifie également par la présence de cellules de Sézary, ces cellules malades qui sont visibles dans le sang des patients. Donc, il y a des petits aspects devant cette érythrodermie, cette rougeur de toute la peau. Eh bien, en fait, il y a des petites choses qui permettent d'orienter vers le diagnostic de syndrome de Sézary pour les médecins, notamment une couleur un petit peu particulière. Souvent, c'est un petit peu cuivré, un petit peu marron. Il peut y avoir une perte des poils également. Il y a des endroits où la peau est normale, c'est ce qu'on appelle ces lacs réservés de peau normale. Et puis, il y a une infiltration de la peau. La peau, en fait, est épaissie parce qu'il y a des cellules anormales dedans. Et donc, tout comme le mycosis fongoïde, le syndrome de Sézary, lui aussi, peut évoluer vers une transformation à grandes cellules. Et souvent, chez ces patients, on observe également des tumeurs qui apparaissent. Donc, les signes cliniques, quels sont les signes cliniques que ressentent les patients et qui les amènent à consulter habituellement? Il y a donc les démangeaisons, comme on l'a dit, les douleurs cutanées, parce que souvent on se gratte beaucoup et donc on peut avoir des douleurs cutanées à la suite du grattage à cause des excoriations de la peau. Il y a une fatigue que nous on appelle asthénie, mais ça, ce sont des signes cliniques qui évidemment ne se voient pas que dans le syndrome de Sézary, ça peut être révélateur d'autres maladies. Les rougeurs sur la peau, le plus souvent, elles sont diffuses, c'est-à-dire que toute la peau est rouge, mais parfois, au début, c'est seulement quelques plaques. Ça peut arriver que toute la peau ne soit pas rouge au début de la maladie. On voit cet épaississement de la peau, c'est surtout visible habituellement au niveau des paumes de main et des plantes de pied et ça peut gêner beaucoup les patients pour marcher, par exemple. Il peut y avoir des anomalies des ongles qui se développent avec les ongles qui ont une surface un petit peu irrégulière, un petit peu épaissie. Les ganglions peuvent également augmenter de volume. On peut sentir des petits ganglions au niveau des aisselles ou au niveau de l'aine. Et puis, plus rarement, parfois, les patients en fait, font une prise de sang, par exemple pour une fatigue ou pour quelque chose et puis on découvre sur la prise de sang des anomalies. Ça peut être une augmentation de certains types de globules blancs qu'on appelle les lymphocytes, qui sont les cellules malades, mais aussi d'autres globules blancs qui prolifèrent en réaction au syndrome de Sézary, qui sont les éosinophiles. Et puis, il peut y avoir d'autres anomalies de la prise de sang, comme une augmentation des lactates déshydrogénases. Donc ça, ce sont les circonstances qui amènent habituellement les patients à nous consulter et à nous voir en centre de référence. Alors, le docteur Ramboll vous l'a parlé, dans le mycosis fongoïde, le diagnostic, il faut une biopsie de la peau, vous l'avez compris, sous anesthésie locale avec un petit punch. Eh ben, c'est également le cas dans le syndrome de Sézary. On a encore besoin d'une biopsie de la peau pour faire le diagnostic. Et donc ça, c'est une peau malade. En fait, ce qu'on voit, c'est cette infiltration par des globules blancs qui sont présents de façon anormale dans la peau. Ces globules blancs, ils ont un aspect un peu atypique. C'est des cellules on voit bien qu'elles ne sont pas normales. Le pathologiste, quand il les regarde, voit qu'elles ne sont pas normales. Et puis, le docteur Ramboll vous en a parlé. Il y a également la présence d'un clone. Ça, ce sont des techniques plus spécialisées de biologie moléculaire. Et dans cette maladie, on trouve un clone T dans la peau et également dans le sang. Et on trouve le même clone dans la peau et dans le sang. De même que dans le mycosis fongoïde, le diagnostic, il est souvent retardé parce que, pareil,
parfois, c'est pas forcément évident que ce soit un syndrome de Sézary, ni sur la biopsie, ni sur la clinique. Il y a ce qu'on appelle des diagnostics différentiels, des maladies qui ressemblent, mais qui ne sont pas ça. Et donc, il faut savoir si on a une suspicion. Voilà, parfois, on a besoin de refaire des biopsies de façon séquentielle chez les patients. Et il arrive qu'on n'ait pas de diagnostic certain pendant quelques mois avant de pouvoir avoir une certitude. Donc, le bilan de cette maladie, le syndrome de Sézary, le docteur Humble vous l'a dit, il y a la biopsie cutanée comme donc dans le mycosis fongoïde. Et puis dans le syndrome de Sézary, je vous l'ai dit, ce qui fait la différence, c'est vraiment la teinte sanguine. Et donc, il faut faire une prise de sang spécialisée. Alors, il y a ce qui s'appelle un frottis, c'est ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire que l'hématologue au laboratoire d'hématologie va regarder les cellules et du sang et voir qu'il y a des cellules qui sont anormales. C'est des cellules qui sont montrées ici. Hein, c'est des cellules qu'on ne voit pas de façon normale. Elles ont un noyau un petit peu bizarre qu'on ne voit pas normalement chez un patient normal qui n'est pas malade. Et surtout un immunophénotypage lymphocytaire, ça c'est une technique plus spécialisée qui va permettre de regarder vraiment les marqueurs à la surface des cellules pour confirmer qu'il s'agit bien d'un syndrome de Sézary. On fait dans le syndrome de Sézary souvent un scanner de tout le corps qu'on appelle thoraco-abdopelvien. Et ce scanner va permettre de savoir s'il y a secondairement une atteinte des ganglions ou parfois des organes internes qui peut arriver dans cette maladie-là. Si les ganglions sont augmentés de volume, soit à l'examen clinique, on sent qu'il y a des gros ganglions, par exemple sous les aisselles ou au niveau de l'aine, ou soit au scanner, eh bien dans ces cas-là, on propose souvent de faire une biopsie du ganglion. Dans la plupart des centres, ça se fait maintenant à l'aiguille en radiologie, sous échographie et sous anesthésie locale. Donc, ça n'est pas un geste qui est très invasif. En tout cas, ça ne nécessite pas d'anesthésie générale. Et c'est douloureux comme une biopsie cutanée, donc un petit peu douloureux, mais pas autant que d'autres gestes. Voilà, donc la classification des lymphomes T cutanés, le docteur Ramvoll vous en a parlé. Simplement, ce qu'il faut regarder, ce dont il faut se souvenir, c'est que vraiment ce qui définit le syndrome de Sézary, c'est l'atteinte dont nous on dit qu'elle est B2, c'est-à-dire que c'est défini par un certain seuil de cellules malades dans le sang des patients, plus de 1000 par millimètre cube. Et donc ça, pour voir ça, on a besoin de faire ce dosage spécifique qui est l'immunophénotypage des lymphocytes sur la prise de sang. Donc vraiment, pour quantifier l'atteinte sanguine, il faut vraiment être dans un centre de référence pour affirmer le diagnostic et puis suivre l'évolution de la maladie dans le sang. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, hein, on vous l'a dit, souvent c'est pris pour d'autres maladies, mais c'est important de se souvenir que voilà, c'est pas parce qu'on se gratte bien sûr et qu'on a des plaques sur la peau qu'on a forcément un lymphome T cutané, ce sont des maladies rares. Et en fait, ces maladies-là, les lymphomes T cutanés, peuvent ressembler à d'autres maladies qui sont dites bénignes, hein, qui peuvent gêner les patients, mais qui ne sont pas des lymphomes, comme le psoriasis, l'eczéma ou certaines réactions aux médicaments. Alors en général, on a plus une suspicion parce qu'on sait que le patient a pris un médicament. Mais en tout cas, il y a plein d'autres diagnostics différentiels il faut vraiment un centre de référence pour pouvoir affirmer le diagnostic de lymphome T cutané et de syndrome de Sézary. Donc la forme transformée, elle se définit par la présence de tumeurs souvent sur le plan clinique. Ça fait des nodules sous la peau. Voilà, simplement pour vous dire que vous voyez le psoriasis, par exemple, ça peut donner une érythrodermie, une rougeur sur toute la peau, et ça peut ressembler beaucoup au syndrome de Sézary. Et puis, il y a plein d'autres maladies bénignes qui peuvent beaucoup ressembler au syndrome de Sézary, d'où la nécessité vraiment d'avoir des examens très spécialisés. Il y a des réactions aux médicaments qui ressemblent beaucoup également au lymphome cutané. Donc, les traitements du syndrome de Sézary, ce qu'il faut retenir des traitements du syndrome de Sézary, c'est qu'à la différence du mycosis fongoïde, vous avez compris qu'il y avait une atteinte dans le sang. Et donc, du coup, on ne va pas pouvoir utiliser uniquement des crèmes. Ça va être des traitements dits systémiques dont le professeur Bello-Barry va vous parler par la suite. Donc, je ne vais pas détailler. Il y a la photochimiothérapie extracorporelle et puis il y a des traitements qui sont dits sous-cutanés avec des piqûres sous-cutanées qui peuvent être faits par vous-même ou par une infirmière et puis des traitements en gélule et puis ensuite très rapidement on passe à des traitements par voie intraveineuse qui sont les principaux traitements donnés dans le syndrome de Sézary. Ces traitements souvent on les combine avec des crèmes et des pommades pour améliorer l'efficacité des traitements ou à de la radiothérapie s'il y a des tumeurs par exemple sur la peau.
mais ça va être des traitements systémiques dont le professeur Bello-Barry va vous parler plus en détail par la suite. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'il y a beaucoup de recherches sur le syndrome de Sézary et beaucoup de nouveaux traitements, hein, dont certains ont été développés à Saint-Louis et également en collaboration avec le groupe français d'études des lymphomes cutanés. Et on continue de faire beaucoup de recherches et on identifie des nouvelles cibles thérapeutiques pour développer des nouveaux traitements dans cette maladie-là. Donc, il y a quelques traitements qui ont l'autorisation de mise sur le marché, hein. C'est le cas du mogamulizumab, qui est un traitement en perfusion, dont on va vous parler certainement par la suite. Il y a également le brintuximab vedotin, c'est également un traitement en perfusion. Et puis, il y a beaucoup de traitements qui sont, enfin, il y a des traitements qui sont à l'état d'essai clinique, dont, par exemple, l'anti-KIR3DL2. Donc, ce sont des traitements de type anticorps monoclonaux. Donc, ce ne sont pas des chimiothérapies. Ce sont des traitements vraiment ciblés sur les cellules de la maladie. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de développer le plus actuellement. Voilà, donc je vous remercie tous pour votre attention et je suis ouverte aux questions. Très S'il y en bien. a. Mais il y en a beaucoup, docteur. Vous inquiétez pas. Alors, il y a une question simple. Les lymphocutanés sont des cancers de la peau ou des cancers sanguins? Alors, c'est disons, ça dépend comment on définit les choses. Ce sont des cancers, on dit qu'ils sont cutanés primitifs. Ça veut dire qu'on considère qu'ils se développent primitivement dans la peau. Et les cellules qui sont malades, ce sont des cellules qui ont tendance à être dans la peau. Mais vous voyez bien également que, en fait, dans le syndrome Sézary, il y a aussi une atteinte du sang. Donc, je dirais c'est un cancer à la fois cutané et hématologique. Les traitements de ces cancers-là, ils sont plus proches des traitements des lymphomes, hein, donc de maladies hématologiques, que de ceux des cancers solides. Donc, on est dans, si vous voulez, une prolifération de cellules cancéreuses qui sont des cellules du système immunitaire, hein, des cellules du sang, mais qui là, en l'occurrence, ont commencé à proliférer dans la peau. Voilà. C'est D'accord. un peu une réponse de Normande, mais c'est la meilleure réponse que je puisse vous faire. Très bien. Alors, dans la même lignée, est-ce qu'il y a une possibilité pour que le lymphome cutané évolue en lymphome classique? Et si effectivement ça peut être le cas, quels sont les pourcentages ou euh, les, les lymphomes cutanés qui peuvent évoluer en lymphome classique? Alors voilà, ce qui est important, c'est bien différencier le mycosis fongoïde, hein, dont vous a parlé Caroline Ramwolf, où là, vraiment, la plupart des patients, ils ont une atteinte qui est limitée à la peau et il y a vraiment seulement une minorité des patients qui vont évoluer vers des formes de lymphomes classiques, c'est-à-dire les lymphomes par atteinte des ganglions, atteinte secondaire des ganglions. Donc là, c'est vraiment une toute petite minorité, en fait, hein. L'immense majorité des patients qui ont un mycosis fongoïde n'auront jamais d'atteinte des autres organes et en particulier jamais d'atteinte secondaire des ganglions. D'accord ? Dans le syndrome de Sézary, il peut y avoir une atteinte des ganglions. En fait, c'est relativement fréquent en fait dans le syndrome, c'est plus fréquent dans le syndrome de Sézary du fait que c'est une maladie qui est vraiment d'emblée déjà systémique, hein, c'est-à-dire que vous comprenez qu'elle n'atteint pas que la peau, elle atteint aussi le sang. D'accord, très bien. Ben, écoutez, docteur de Masson, je vous remercie, c'était très clair. Si on a le temps, on aura d'autres questions en fin de webinaire. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, nous allons passer à la troisième présentation de cette première partie avec le professeur Bagot de l'hôpital Saint-Louis qui va nous présenter le groupe français d'études des lymphomes cutanés, le GFELC. Merci beaucoup. Donc, merci à vous d'assister à ce webinaire et merci à l'association ELI de nous permettre de communiquer avec vous et de faire passer des messages. Alors, moi, je vais vous parler des groupes, surtout le groupe français d'études du lymphome cutané et un peu à la fin d'un groupe européen. Alors, quel est le but du groupe français d'études du lymphome cutané? Donc, c'est un groupe qui a été, c'est un réseau multidisciplinaire, on dit aussi GFEL, vous voyez ici le logo, qui a été labellisé par l'INCa et
dont le but de ce groupe, c'est que tous les patients ayant un lymphome cutané soient bien traités, qu'il y ait un bon diagnostic, un bon traitement, qu'ils aient le meilleur traitement possible et que ce soit vrai sur tout le territoire national, qu'il n'y ait pas des villes où on est bien traité et des villes où on est moins bien traité. Alors, on vous l'a dit, pour faire un diagnostic de lymphome cutané, il faut plusieurs partenaires. Il faut bien sûr des dermatologues qui voient les patients. Il faut des pathologistes qui connaissent bien la maladie, donc des gens, des médecins qui revoient les lames. Il faut aussi des biologistes pour faire parfois certains examens un petit peu plus spécialisés et des immunologistes pour analyser les sous-populations lymphocytaires dans le sang. Donc ce réseau, et donc il comprend vraiment des différents groupes, vous voyez, de types de médecins qui se réunissent et qui sont en interaction, qui discutent pour avoir déterminé le meilleur diagnostic et le meilleur traitement. Parce que le plus souvent, c'est peut être simple, mais ça peut être aussi plus compliqué. Alors déjà, on a déjà eu la question. Tous les cas suspects de lymphome cutané ou ayant un lymphome cutané sont relus par des pathologistes spécialisés. Il y a la deuxième lecture, comme pour les lymphomes ganglionnaires. Donc c'est un réseau. Donc tous les cas sont revus dans le cadre de réunions où les pathologistes experts se réunissent et revoient les lames et confirment le diagnostic ou donnent des avis si parfois, si c'est plus compliqué, ou disent non, finalement, ça n'est pas un lymphome cutané. Donc il y a une deuxième lecture. Ensuite, quand on est certain du diagnostic, donc il faut être adressé à des dermatologues, voilà, qui connaissent, des centres qui connaissent. Alors, le groupe français comprend un centre de coordonnateur national et des centres de référence régionaux. Et donc, il est bien que vous soyez adressé, si vous avez un lymphome, à l'un de ces centres de référence régionaux. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a dans ces centres des consultations de dermatologues qui connaissent parfaitement bien les lymphomes cutanés. Et il y a des réunions de concertation multidisciplinaires, c'est-à-dire des réunions où on analyse les dossiers et où on confirme le diagnostic et on définit le meilleur traitement. Alors, la plupart des cas sont vus en réunion de concertation multidisciplinaire régionale, c'est-à-dire que tous les centres du GFELC ont des réunions locales, régionales. Et puis, si le cas est particulièrement difficile ou compliqué, le dossier va être analysé en réunion de concertation nationale, donc des réunions qui existent tous les 2 mois. Alors ça, c'est très utile, par exemple, pour les cas difficiles avec une analyse complexe ou des cas très rares. Voilà. Alors, une fois que vous avez été pris en charge dans un de ces centres, vous pouvez revenir être pris en charge si c'est un lymphome de type mycosis fongoïde, par exemple, débutant, vous pouvez tout à fait être pris en charge par votre dermatologue traitant. Ce qui est important, c'est d'avoir un diagnostic certain, d'avoir un bilan. Et puis après, si on décide de faire un traitement local par corticoïde ou par puvathérapie, ça se peut tout à fait se faire en dermatologie libérale. Et au moindre problème, voilà, vous êtes revu, un autre avis est demandé à votre centre de référence régional. Voilà. Alors, à quoi ça sert le GFELC? Ça peut servir à faire certains examens spécialisés. Par exemple, il y a des anticorps, des examens qui ne sont pas disponibles dans tous les centres. Donc, on peut envoyer la biopsie à un autre centre. Par exemple, pour les examens dont on a vu l'immunohistochimie, la biologie moléculaire. Et puis, vous avez vu que pour faire le diagnostic de syndrome de Sézary, il faut parfois faire une analyse des sous-populations lymphocytaires dans le sang, ce qu'on appelle une analyse en cytométrie de flux. Donc, c'est compliqué, ça nécessite une formation et le groupe national donc, a fait un gros travail pour que cette analyse en cytométrie de flux soit disponible sur tout le territoire, dans tous les centres, que les centres harmonisent leur lecture et que donc on puisse avoir les mêmes chances, les mêmes examens et les mêmes chances sur tout le territoire national. Alors évidemment, ce groupe est en contact aussi avec des groupes européens, donc il a participé à des recommandations de traitement européennes. Ce groupe permet aussi l'accès à des protocoles thérapeutiques. Parfois, il y a des protocoles de traitement un peu innovants qui sont accessibles dans certains centres, pas dans d'autres centres. Donc ça permet éventuellement d'adresser les patients à un centre dans lequel ces protocoles sont disponibles. Et puis il y a beaucoup de travaux qui sont réalisés dans ce groupe, des projets de recherche entre les différents centres du groupe et beaucoup de publications internationales qui sont faites pour essayer de faire progresser, de développer des nouveaux traitements et de mieux connaître le développement de la maladie. Alors vous avez, j'ai vu que quelqu'un a déjà parlé de ce site du GFELC, donc c'est gfelc.org. Donc c'est un site sur lequel vous avez beaucoup d'informations, donc je vous invite à venir visiter ce site.
Alors, vous avez beaucoup d'informations sur le nombre de centres, les nombres de cas qui sont enregistrés, les protocoles en cours. Ici, vous voyez que vous avez tous les centres, donc ça couvre vraiment tout le territoire national. On est même en contact avec des centres francophones en Belgique, en Suisse. Donc, voilà, si vous vous demandez quels sont les centres les plus près de chez vous, je vous invite à aller à visiter ce site gfelc.org. Vous avez aussi des informations sur les essais et protocoles qui sont réalisés dans les différents sites, voilà, et avoir des informations. Vous avez aussi des informations sur la bibliographie, c'est-à-dire les publications qui ont été faites par les différents membres du groupe. Et puis, il y a voilà un onglet pour une information importante aux patients. Alors ici, c'est un petit livre qui a été fait par France Lymphome Espoir, qui est maintenant ELI, qui s'appelle Comprendre les lymphomes cutanés, donc qui est disponible sur ce site, mais aussi sur le site de ELI, et qui vous donnera beaucoup d'informations sur, voilà, sur la prise en charge des lymphomes cutanés. Alors évidemment, ce GFELC est le partenaire naturel de ELI pour tout ce qui est contact avec, le ministère de la Santé, les informations, essayer de faire avancer un certain nombre de choses. Par exemple, Marie Bello-Barry vous parlera du Poteligeo, qui jusque-là n'était pas remboursé, qui maintenant est remboursé. Donc le groupe français a vocation à travailler en partenariat avec l'association de patients ELI pour tous les dossiers qui peuvent éventuellement concerner les lymphomes cutanés ou qui peuvent aider à une meilleure prise en charge pour tous les patients. Alors, juste un petit mot sur ce groupe européen. Il y a un réseau européen qui s'appelle EuroBloodNet. Alors, évidemment, ce réseau européen, la langue, c'est l'anglais, puisque c'est la langue voilà, internationale. Ça peut intéresser certains d'entre vous. C'est aussi quelque chose qui a été fait en partenariat avec ELI. Donc, vous voyez, vous avez un site qui s'appelle EuroBloodNet et il y a des vidéos qui ont été faites pour les patients. Voilà, il y a eu un cycle de webinaires pour les organisations de patients avec, voilà, à l'époque, c'était encore France Lymphome Espoir, qui est maintenant ELI. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez avoir, vous voyez, toutes ces vidéos qui sont sur le site sur, voilà, alors, ça a été fait par différents pays européens et bon, ça peut être intéressant d'avoir des points de vue un petit peu plus internationaux que sur le site français. Voilà. Donc, vous voyez que les gens qui avaient participé à ces vidéos étaient de tous les différents pays européens, mais même assez loin, c'est même en Argentine, au Canada. Et puis, vous voyez que c'était différents médecins, différents types de médecins, des patients, des partenaires de patients. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ce site. Et voilà, donc c'est ma dernière diapositive. Donc, je suis prête à répondre à vos questions, bien évidemment. Oui, absolument, professeur. Donc, quelques questions sur la recherche et le GFELC. Alors, la labellisation INCA, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la labellisation INCA, ça veut dire qu'il y a eu un appel d'offres. Il y a pour développer des réseaux cancers rares. Vous avez peut-être entendu parler de cet appel d'offres il y a assez longtemps. Et donc, il y a un certain nombre de pathologies qui ont répondu à cet appel d'offres. À l'époque, il y avait déjà le groupe français d'études des lymphomes cutanés qui avait déjà structuré ce réseau. Et donc, tout naturellement, nous avons répondu à cet appel d'offres INCA. Et l'INCA assure un label qui assure la qualité, quoi. C'est-à-dire que l'INCA a vérifié un certain nombre de choses concernant la structuration, la façon dont les choses fonctionnent. Et donc, le LINCA, dans ces cas, donne un label qui nous qui nous permet de faire partie des centres de prise en charge, voilà, cancer rare. Et il y a une évaluation tous les 4 ans avec une relabellisation ou non en fonction voilà, de critères de qualité. Voilà. Alors, il y a une question qui vient d'arriver. Comment savoir si mon dermatologue au CHU fait partie du réseau GFELC? Il faut regarder sur le site GFELC. Voilà. D'accord, Ou lui regardez sur le... poser la question. Ou lui poser la question. D'accord. Et en général, est-ce que ce réseau, parce que c'est quand même dans des cancers rares, hein, comme les lymphomes cutanés, c'est important d'avoir affaire aux spécialistes et donc de pouvoir bénéficier des compétences du réseau. Est-ce qu'aujourd'hui, ce réseau, il a plutôt tendance à s'élargir ou est-ce qu'il est stable depuis quelques années? Il est stable parce que vous avez vu, on couvre à peu près tout le territoire national. Donc, il y a toujours des médecins qui partent, d'autres qui les remplacent, des plus jeunes, mais c'est toujours en mouvement. Mais, on arrive à une assez bonne couverture nationale pour les avis, pour la prise en charge des patients, voilà, tout est toujours perfectible, hein, mais je pense que c'est assez stabilisé.
D'accord. Et une question purement sur la recherche. Alors, on demande comment se place la recherche sur les lymphomes cutanés. Est-ce que c'est une recherche dynamique et active du même ordre que pour les lymphomes classiques, au niveau international d'abord, et puis en deuxième partie au niveau français? Où se place cette recherche au niveau français? Alors, la recherche internationale, il y a moins de recherches en international globalement sur les lymphomes T que sur les lymphomes B ganglionnaires parce qu'il y a moins d'équipes. Il y a beaucoup d'équipes d'hématologistes qui font beaucoup de recherches sur les lymphomes B et globalement, il y a moins de recherches sur les lymphomes T. Mais il y a une recherche très active et en France, on peut dire qu'on a vraiment voilà, des équipes de recherche très actives. On est très bien placés. Il y a donc plusieurs, un anticorps monoclonal qui a été mis au point en France et il y a les équipes du groupe travaillent beaucoup sur la mise au point de nouveaux traitements et nous avons beaucoup de nouvelles cibles, beaucoup de partenariats et un bon espoir de développer des nouveaux traitements dans les années qui viennent. Voilà. Donc la France, la France est un des pays leaders dans la recherche contre les lymphomes cutanés, est à l'origine, d'ailleurs, vous venez de le mentionner, à l'origine du développement du développement d'une molécule qui aujourd'hui est une molécule un peu révolutionnaire. Tout à fait et il y a d'autres études en cours qui vont aboutir au développement d'autres anticorps. Donc je pense qu'on peut être très optimiste pour les années futures. Ben, merci beaucoup, professeur. S'il y a d'autres questions, on viendra, et si on a le temps, on viendra à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup, professeur Bagot. Merci à vous. Maintenant, nous allons passer à une partie du webinaire que vous attendez tous, hein, qui est la partie sur les traitements et l'innovation. Et donc, c'est maintenant le professeur Bello Barry de Bordeaux qui va nous parler des traitements et de l'innovation dans ce domaine. Professeur. Donc, bonjour à tous, merci. Donc, effectivement, je pensais c'est très bien de pouvoir organiser ce type de webinaire et d'interaction. J'ai suivi un certain nombre de questions dans le chat. Donc, moi, je vais vous parler d'un vaste sujet, celui des traitements des lymphomes cutanés, que ce soit les traitements topiques, c'est-à-dire locaux, les traitements par voie orale ou injectables. Alors, c'est sûr, me centrer plutôt sur le mycosis fongoïde et le syndrome de Sézary, qui sont quand même les lymphomes les plus fréquents, mais je dirai un tout petit mot à la fin sur d'autres types de lymphomes. Donc, moi, je suis à Bordeaux et je suis la secrétaire du groupe français des lymphomes cutanés. Alors, pour passer mes photos, il faut que je me clique dessus. Très bien. Voilà, donc mes déclarations de lien d'intérêt. Hop. Alors, ces traitements, de manière globale, ils doivent être adaptés au type de lymphome. On ne va pas traiter de la même manière un mycosis fongoïde, en plaques, un syndrome de Sézary, un lymphome B, un lymphome CD30. Donc, au type de lymphome. Au type de lésion, donc est-ce que c'est des plaques, est-ce que c'est des tumeurs, est-ce que leur étendue, est-ce qu'elles sont localisées ou non, est-ce qu'à la gêne, parce que certains patients peuvent être assez peu gênés, d'autres au contraire des démangeaisons très importantes. Adèle Lemasson a cité tout à l'heure des douleurs, une gêne à la marche parfois lorsqu'il y a une atteinte des pommes et des plantes. Et puis à l'évolution, plus exactement l'évolution de la maladie. Il y a des personnes qui vont avoir une maladie très tranquille et au contraire d'autres qui vont avoir une maladie beaucoup plus agressive. Et puis bien sûr, il faut se tenir compte du patient lui-même, c'est-à-dire ses antécédents, son âge, etc. Alors pour le mycosis fongoïde, il faut toujours se souvenir qu'il ne faut pas être plus agressif que le mycosis fongoïde lui-même. Et en particulier pour les mycosis fongoïdes qui sont au stade très précoce avec des plaques très limitées, eh bien, on n'a pas du tout intérêt à faire un traitement agressif. Donc la décision thérapeutique, comme cela a déjà été dit, elle doit être concertée et adaptée après un diagnostic précis validé. Donc j'ai vu certaines questions repasser dans le chat concernant la biopsie. C'est vrai que c'est l'élément clé, comme ça a été rappelé par Caroline Bramwolf et Adèle Lemasson. Parfois, il faut refaire la biopsie parce que parfois, elle a été trop superficielle. Et il y a une personne qui s'interrogeait sur un diagnostic erroné de carcinome au lieu d'un lymphome. Alors, peut-être que c'était parce que la biopsie était trop superficielle ou que sais-je. Mais c'est vrai que nous, dermatologues, lorsqu'on voit un tableau où on suspecte un lymphome cutané, la biopsie n'est pas cohérente et on est amené à refaire des biopsies.
Ensuite, une fois qu'on a ce diagnostic, eh bien, on a, ce dont a parlé le professeur Bagot, les réunions de concertation pluridisciplinaire. Donc, on fait au niveau local et régional dans les centres du Schwelg. Et si on a des cas complexes, des situations difficiles, que ce soit sur le plan du diagnostic ou sur le plan du traitement, lorsqu'on a des patients qui ont eu une série de traitements et on n'arrive pas, parce que ça peut arriver, à les traiter de manière facile, eh bien, on discute au cours de ces réunions. Et puis, ces réunions sont parfois aussi l'occasion de discuter d'essais thérapeutiques pour ces patients-là. Alors, il faut, au moment du traitement, il faut vraiment expliquer la maladie. C'est très important de devoir faire cette étape avant de lancer un traitement auprès du patient, auprès de l'entourage et également auprès du médecin traitant et des autres médecins. Parce que beaucoup de médecins eh bien, ne connaissent pas les lymphomes cutanés, qui, comme on l'a dit, sont des lymphomes cutanés rares. Donc, notre rôle, nous, qui connaissons bien les lymphomes cutanés, c'est de correspondre et d'expliquer aussi aux médecins traitants. Alors, je cite par exemple un petit exemple, c'est que par exemple, un patient qui a un mycosis fongoïde très limité, patient jeune, qui met juste par exemple des dermocorticoïdes sur sa peau, ben, c'est pas forcément la peine de faire une demande d'affection à longue durée. C'est un exemple. Voilà. Donc, en tout cas, il faut bien expliquer aux médecins que c'est un lymphome cutané, que ce n'est pas un lymphome systémique, donc il faut vraiment faire la différence. Et donc tout ça, on a des outils, donc on a parlé de ce fascicule fait avec France Info Espoir, ça s'appelait comme ça, et en lien avec le groupe français de lymphome cutané. On a aussi à la Société française dermatologie, sur le site grand public, une information aux patients. Ce type de webinar, c'est vraiment essentiel. En tout cas, c'est très important que nous, on oriente la recherche des informations, parce que si on dit juste « vous avez un lymphome », bien sûr, les patients ne vont pas savoir de quoi il s'agit. Alors, revenons aux mycoses fongoïdes. La majorité se présente sous la forme de plaques. Et donc, lorsque ce sont des plaques qui sont relativement limitées, eh bien, on va faire des traitements locaux avant tout. Et ces traitements, beaucoup de ces traitements, eh bien, sont à réaliser au domicile. Parfois, ils sont faits par le patient lui-même. Parfois, ils peuvent nécessiter de l'aide. Ça dépend de la localisation des plaques. Ça dépend aussi de l'âge du patient. Et en tout cas, toujours, il va falloir faire des explications pour ces traitements. Alors, les traitements locaux, un des premiers traitements locaux, ce sont les corticoïdes locaux, ce qu'on appelle les dermocorticoïdes. Alors, ils existent en forme de crème, surtout. Parfois, plus gras, on peut utiliser des pommades. Parfois, on peut utiliser des lotions, parfois des gels. Parfois, ce qu'on appelle des emplates, c'est-à-dire des plaques autocollantes qui contiennent des corticoïdes qu'on peut appliquer sur certaines lésions. Donc, ces corticoïdes, en fait, ils donnent souvent de très bons résultats localement, mais c'est vrai qu'on peut tout à fait rechuter à l'arrêt de ces traitements. Et donc, il va falloir voir si on fait la durée du traitement, adapter celle-ci. Au début, souvent, on commence à 1 fois par jour. Après, on espace. Et c'est vrai que la durée du traitement va être très variable selon les patients. Il n'est pas possible là de dire, ben voilà, c'est tant de temps. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Donc, c'est efficace souvent sur les démangeaisons. On va utiliser plutôt des corticoïdes forts ou très forts. On a plusieurs classes de corticoïdes à utiliser. Alors, l'avantage des corticoïdes, c'est que c'est bien toléré dans la majorité des cas, c'est facilement accessible, c'est peu onéreux, mais attention, concernant la tolérance, c'est vrai que si on met très 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 longtemps des dermocorticoïdes au même endroit, on peut quand même entraîner une fragilité cutanée. Et puis, dernier point sur les corticoïdes, donc je vous ai dit, c'est au stade plutôt précoce, mais on peut aussi les utiliser finalement à tous les stades de la maladie en complément avec d'autres traitements. Deuxième grand groupe de traitements, donc la chimiothérapie locale. Donc, on est toujours dans les traitements locaux. Donc là, c'est sous forme d'un gel. Donc, le nom commercial, ça s'appelle le Ledaga. C'est une prescription qui est hospitalière par des spécialistes en cancérologie et hématologie et une délivrance en pharmacie hospitalière. Ceci étant, si moi, je vois un patient au CHU de Bordeaux où je travaille, que le patient habite, par exemple, dans les Landes, eh bien, il peut tout à fait, je fais la demande de délivrance par la pharmacie hospitalière de l'hôpital près de chez lui. C'est pas forcément, il n'est pas obligé de revenir dans le centre où a été fait la prescription.
Alors, c'est assez particulier parce que c'est des tubes qui sont congelés, ensuite on les décongèle, il faut ensuite les garder au réfrigérateur. Chaque tube a une durée de péremption de 2 mois. Et donc, c'est très important d'expliquer les modalités d'application. Je vais revenir à la diapositive suivante, en particulier avec une application fine couche. Si ce n'est pas soi-même qui fait le traitement, il faut que l'aidant porte des gants. C'est un traitement qui peut être irritant, ça peut arriver, c'est assez fréquent, c'est plus souvent irritant que véritablement source d'allergie. Et justement, en expliquant bien les modalités du traitement, en associant souvent un jour sur deux des crèmes à la cortisone, eh bien souvent c'est un traitement qui finalement est très utile et de manière souvent assez prolongée. Donc on fait des applications qui peuvent être 2 à 3 fois par semaine, parfois un petit peu plus. Alors, voici ce document que vous pouvez trouver sur le site d'Eli, qui est un document qui est très bien fait sur les modalités d'application du lait d'agar en pratique, qui explique comment on l'applique, soit si c'est soi-même, soit si c'est l'aidant, la durée d'application, comment on élimine les déchets, etc. Le fait de l'appliquer en fine couche sur les plaques. Donc, ça peut être utilisé pour traiter des plaques très localisées, mais aussi pour des plaques un petit peu plus étendues. Autre traitement qu'on va pouvoir utiliser si jamais les dermocorticoïdes ne suffisent pas ou si le lait d'agar ne suffit pas ou parfois est mal toléré, parce que ça peut arriver, hein, comme je vous le disais, eh bien on peut utiliser des ultraviolets. Alors il y a 2 types d'ultraviolets qu'on peut utiliser, c'est la puvathérapie, c'est-à-dire qu'on prend des comprimés 2 heures avant et ensuite on est exposé aux ultraviolets. Donc dans une cabine, c'est fait chez le dermatologue, ou bien soit dermatologue libéral, soit dans le centre hospitalier. Il y a un certain nombre de contre-indications, notamment c'est contre-indiqué chez la femme enceinte. Autre type d'UVB qui est très utilisé sont d'ultraviolets, c'est les ultraviolets B, donc c'est des ultraviolets qui sont sur un spectre assez étroit. Donc, on choisit entre puvathérapie et UVB selon le type de lésion, puisqu'il y en a qui pénètrent un petit peu plus profond dans la peau, la puvathérapie, que les UVB. L'intérêt des UVB, c'est qu'on n'a pas besoin de prendre des comprimés avant, donc on n'est pas photosensible pendant plusieurs heures après. Et les doses, les modalités sont adaptées aussi au phototype, c'est-à-dire à la couleur de la peau. Par exemple, quelqu'un qui va être blond aux yeux bleus, on va un petit peu réfléchir à 2 fois avant de proposer une photothérapie ou bien vraiment l'adapter. Là aussi, c'est variable, et les traitements, c'est en général 2 à 3 séances par semaine, 20 à 30 séances. Alors, c'est vrai qu'un des écueils de cette photothérapie, ce sont les contraintes logistiques, c'est-à-dire que si vous habitez très loin d'un dermatologue qui a une cabine, vous n'allez pas faire 40 km aller, 40 km retour pour aller faire les séances. Donc, il va falloir essayer de trouver d'autres solutions. Il faut savoir aussi que c'est comme les ultraviolets du soleil, si on utilise beaucoup et trop longtemps ces ultraviolets, eh bien, il y a un risque d'apparition de cancer de la peau. Alors, c'est pas du tout, on ne risque pas d'avoir d'autres lymphomes, je sais que c'était posé dans les questions préalables, mais c'est plutôt des cancers de la peau, comme on peut avoir des cancers favorisés par le soleil, des carcinomes ou même parfois des mélanomes. Et ça, c'est vrai que maintenant, on est très strict et protocolisé. Par exemple, on ne fera pas plus de 250 séances au total dans une vie. Alors, l'intérêt de la photothérapie, c'est qu'on peut avoir quand même des rémissions prolongées, c'est-à-dire qu'on a fait le traitement et puis après, on peut être tout à fait tranquille pendant plusieurs mois, voire parfois pendant quelques années. Et ça peut être associé aussi à d'autres traitements comme les dermocorticoïdes ou même comme certains traitements par voie générale. Alors, combien de temps on fait ça? Est-ce qu'il faut absolument faire tout disparaître? Est-ce qu'on peut faire des pauses dans le traitement? Il faut savoir que dans ce mycosis fungoïde, l'objectif, c'est vraiment de réduire au maximum les lésions, d'améliorer les symptômes, mais sans être toxique. Il faut considérer la qualité de vie, si jamais le traitement n'est pas bien toléré, si jamais il est compliqué. Enfin bon, on adapte les choses. Il faut en discuter au cours des consultations. Des pauses sont possibles. On peut obtenir, en particulier dans des formes précoces, des rémissions complètes et même parfois, dans certains cas très précoces, définitives. Mais c'est vrai que souvent, il peut y avoir une petite maladie résiduelle minime qui est acceptable, c'est-à-dire quelques petites plaques qui persistent, ou bien il peut y avoir une rémission complète, mais ensuite ça récidive. C'est vrai que ça n'implique pas que la maladie, même si elle récidive, si elle récidive de la même manière qu'au départ, c'est-à-dire en plaques, ça ne veut pas forcément dire que c'est plus agressif. C'est différent, bien sûr, si les lésions se modifient. En tout cas, il faut toujours savoir adapter et réévaluer le traitement en cas de résistance ou de progression. Et donc, tout ce que je vous dis, c'est vraiment des données très générales qu'on va adapter au cas par cas en fonction de la situation.
Alors, quand les traitements locaux ne suffisent plus, si on a des plaques qui sont résistantes, ou bien les traitements locaux, on n'arrive plus, ils ne sont pas bien supportés ou autres, s'il y a des tumeurs qui apparaissent, comme on vous en a parlé, le mycosis fungoïde transformé, s'il y a une érythrodermie, eh bien là, on va changer de traitement et on va plutôt utiliser des traitements qui sont des traitements en particulier immunomodulateurs. Et parmi ces traitements immunomodulateurs de première intention, vous en avez 3. Vous avez le méthotrexate, qui est un traitement qui se prend par voie orale ou sous-cutanée. Ça se fait à la maison, 1 fois par semaine, avec une prise de vitamine le lendemain. Le bexarotène, ou targrétin, et l'interféron, qui maintenant est utilisé sous une forme retard, qu'on appelle pégylé. Et j'ai mis une petite étoile pour bexarotène et interféron, parce que c'est des prescriptions qui nécessitent vraiment un centre d'expertise, non seulement parce que la prescription est restreinte pour le targrétin à des spécialistes qui ont la spécialisation dans les cancers et notamment le cancer cutané. Et puis l'interféron que l'on a à notre disposition sous forme pégylée, normalement, il n'a pas stricto sensu l'indication dans les lymphomes cutanés, mais on sait qu'on peut quand même l'utiliser. Le méthotrexate, c'est un médicament qui est beaucoup plus courant. Alors ces traitements-là, ils sont utilisés seuls ou associés aux traitements locaux. Le choix, il se fait selon le patient. Ses antécédents, on ne va pas utiliser le même parce qu'on sait que ces traitements, ils peuvent chacun avoir des effets éventuels secondaires, et donc en fonction des effets secondaires prévisibles, on va choisir l'un ou l'autre. Le choix sur le type de lésion, le suivi biologique, eh bien, on va l'adapter au traitement. Souvent ces traitements, il faut faire des prises de sang régulières au début, puis ensuite plus espacées, et il faut bien sûr expliquer que lors de prescription, que ce sont des traitements prolongés. Ce n'est pas des traitements qu'on va faire 3 mois et puis on arrête. C'est vrai qu'on est, en général, quand on est à ce stade-là, c'est vrai qu'on est dans une maladie qui est plutôt dans la chronicité, une maladie prolongée, et donc le traitement doit être prolongé pour réduire au maximum la maladie avec le moins d'effets secondaires possible. Et puis parfois, eh bien, la maladie, elle peut être plus agressive, soit d'emblée, soit secondairement. Alors, un des traitements qu'a cité Adèle de Masson tout à l'heure, c'est la photophérèse, qu'on appelle aussi la photochimiothérapie extracorporelle. C'est un traitement qui est utilisé souvent en première intention dans le syndrome de Césarée, donc la forme avec l'atteinte cutanée érythrodermique et l'atteinte sanguine, et puis dans certains mycosis fungoïdes érythrodermiques. Alors ça nécessite d'être fait dans un centre qui a cette machine de photophérèse. Et donc là, je vous ai mis une petite carte qu'on a faite où on a les différents centres qui font de la photophérèse. Donc, ça consiste en quoi? En fait, le patient est assis, on lui prélève du sang, le sang va dans une machine où il est exposé aux ultraviolets et ensuite il est réinjecté. Alors, il y a 2 systèmes, je ne vais pas rentrer dans les détails qui existent, mais le système le plus simple, c'est celui-là, où ça se fait au cours d'une séance qui dure en moyenne 1h30. 1 ou 2 séances, toutes les 2 à 4 semaines, puis ensuite, en général, on espace. Donc, c'est un traitement qui a l'intérêt d'être bien toléré, qui est efficace souvent sur le prurite et à la fois sur l'atteinte cutanée et sanguine, et qui peut être associé à des traitements locaux ou généraux. Parfois, la maladie est plus agressive, soit d'emblée, secondairement. Alors, parfois, ça peut être localisé sous la forme de tumeur, et à ce moment-là, on peut utiliser de la radiothérapie. Alors, c'est en général 2 à 10 séances selon les techniques ou le type de lésion. Et puis, parfois, on peut utiliser une technique qui s'appelle l'électron-thérapie corporelle totale. Alors, elle est encore assez peu diffusée en France. J'espère qu'elle va l'être prochainement. Donc, on a un essai dans ce sens. Donc, c'est pour les plaques diffuses résistantes. Donc, le patient, il se met dans ces positions que je vous ai indiquées ici. Et on va pouvoir irradier comme ça. En général, il y a 12 séances faites sur 3 semaines pour irradier l'ensemble de sa peau. Donc ça, on propose ça lorsque les plaques sont résistantes aux différents traitements dont je vous ai parlé. Les chimiothérapies, alors j'ai mis un peu une balance parce que c'est vrai qu'on est toujours en balance. On propose ça souvent à des patients qui ont des formes qui sont résistantes, sont des formes tumorales, parfois avec une atteinte ganglionnaire. Il faut toujours bien faire attention à la balance bénéfice-risque, en particulier au risque infectieux. On sait qu'il peut y avoir plus d'infections dans les lymphomes cutanés, mais il peut y en avoir encore plus si on met une chimiothérapie. Donc, on adapte bien ça. Il y a d'autres traitements que je ne vais pas vraiment trop développer, qui s'appellent les inhibiteurs d'histone désacétylase, en particulier la romidepsine, qui est un traitement intraveineux qui est disponible sous ATU. Et puis, il y a un traitement que l'on peut parfois proposer, en particulier chez des patients jeunes qui ont des maladies agressives, et c'est la greffe de cellules souches hématopoïétiques. Alors, il faut quand même d'abord que le patient soit mis en rémission complète avec un traitement que l'on détermine, et ensuite, il faut qu'il ait un donneur
pour avoir cette greffe. Et donc, on a récemment mené dans le groupe français d'études de lymphome cutané, ça a été coordonné par Adèle de Masson, un essai qui a évalué l'efficacité et la tolérance de cette greffe. Donc, ce n'est pas anodin d'avoir une greffe de cellules souches. On a une phase en secteur stérile. Il peut y avoir aussi la greffe qui ensuite va se retourner contre le patient. Donc, il peut y avoir quand même un certain nombre de complications, mais on a quand même des résultats tout à fait encourageants avec parfois des rémissions prolongées et même complètes et chez certains patients définitives. Alors, il y a des nouvelles pistes, des nouveaux espoirs, et en particulier les traitements ciblés dont on vous a déjà un petit peu parlé. Donc, l'anti-CD30, qui va cibler des anticorps, qui va cibler si les cellules expriment le CD30, mais on voit même que ça peut marcher, y compris si les cellules, c'est assez peu exprimé. Et donc, c'est un traitement qui a eu l'AMM pour les lymphomes cutanés T, CD30, après échec d'un traitement. Le deuxième traitement, c'est l'anti-CCR4, le mogamulizumab, le Poteligeo, j'ai fait une faute, excusez-moi, une coquille, qui est utilisé dans la mycosis fungoïde érythrodermie et syndrome de Sézary, qui a eu l'AMM en 2019. Alors, ce qui était assez compliqué, c'est que jusqu'en 2022, eh bien, ces médicaments, ils avaient l'AMM, mais ils étaient non remboursés. Ils étaient dits hors liste en sus, c'est-à-dire qu'ils étaient en plus du prix de l'hospitalisation. Donc, ça veut dire qu'ils devaient être payés par les centres hospitaliers. Et donc, ça, les centres hospitaliers n'étaient pas du tout prêts à payer ça parce qu'ils avaient été considérés par l'HAS comme une amélioration du service médical rendu, considéré comme mineur, même si, ce qui est un peu paradoxal, le service médical rendu était important. Alors pourquoi cette chose pas très compréhensible? C'est parce qu'en fait, c'est des maladies qui sont rares, avec peu ou de comparateurs, et donc finalement l'évaluation ne permettait pas le remboursement. Donc ça a été très compliqué, et ça a été une lutte conjointe du CHVELC, de l'association ELI pour ces médicaments, mais pas que, pour tous les médicaments qui sont dans ces circonstances, pour obtenir leur remboursement. Et on va voir ça à la diapositive suivante. Mais avant d'abandonner cette diapo, je voulais vous parler des essais thérapeutiques. Et donc, Martine Bagot a dit qu'on pouvait être optimiste. Effectivement, il a été développé un anticorps ciblant le CD158 et qui a démontré des résultats très encourageants, qui est en essai thérapeutique actuellement. Et on a d'autres pistes qui arrivent grâce à la recherche dans les lymphomes cutanés. Alors, juste un mot sur cette liste en sus, ou hors liste en sus. Eh bien, on a eu un grand progrès puisqu'au journal officiel de décembre 2021, eh bien, il a été inscrit que les traitements, en particulier les traitements innovants, y compris sans comparateur, qui avaient été classés avec un niveau d'amélioration du service médical rendu mineur, eh bien, on pouvait faire une demande pour obtenir leur remboursement et l'inscription sur la liste en sus. Et donc, ça a été obtenu en mars et en avril, respectivement, pour le mogamulizumab et puis pour le brentuximab. Donc ça, c'est un gros progrès pour nos patients parce qu'on s'est trouvé dans une situation intermédiaire où c'était très compliqué, en particulier pour le mogamulizumab, de prescrire à nos patients, alors qu'on savait que c'est quand même des traitements qui pouvaient apporter un net bénéfice. Alors, en tout cas, pour presque finir ma présentation, je voudrais dire que c'est très important de toujours savoir réévaluer le traitement, en discuter dans cette maladie qui est bien souvent chronique dans le mycosis fungoïde, syndrome de Sézary, et adapter, faire des pauses ou ne pas faire de pauses, changer de traitement, revenir parfois à un traitement antérieur. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas été efficace une fois qu'il ne le sera jamais. Et puis, juste un mot pour les lymphomes cutanés autres que mycosis fungoïde et syndrome de Sézary. Je ne vais pas développer parce que ce sera un vaste sujet, mais pour vous dire que beaucoup se présentent sous la forme de tumeurs uniques qu'on va traiter par radiothérapie, et certains par des anticorps ciblés, les lymphomes CD30, anti-CD30 parfois, certains avec les anti-CD20. Et finalement, rares sont ceux qui nécessitent un traitement plus agressif avec la chimiothérapie, ça existe. Donc tout cela, ça se décide en réunion de concertation pluridisciplinaire. Et en tout cas, pour ceux qui sont sous la forme de lésions uniques, souvent, une fois le traitement fait, la rémission complète définitive peut être obtenue et on surveille uniquement les patients. Voilà, je vous remercie et je suis prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup, professeur. C'était encore très intéressant. Évidemment, les traitements sont une partie importante du parcours avec la maladie et on voit quand même qu'il y a beaucoup d'options thérapeutiques. Alors, on a quelques questions.
une spécifique sur la puvathérapie. La personne demande en puvathérapie en cabine. Les pieds et plantes des pieds contours ne sont pas exposés. Existe-t-il des équipements pour corriger ce problème? Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas traiter les mains et les pieds avec la puvathérapie classique. Il existe certains dispositifs où on peut faire des puvas mains-pieds, c'est-à-dire qu'il y a des espèces de mini-cabines où on peut mettre ses pieds et ses mains. Parfois, on fait la puvathérapie sur l'ensemble du corps et on traite différemment les mains et les pieds. Mais il existe quand même des dispositifs pour traiter mains et pieds. Ça existe. D'accord, très bien. Une autre question spécifique à une molécule. Quel est le rôle de la cyclosporine? Alors, la cyclosporine, ce n'est pas un bon traitement pour les lymphomes cutanés parce que c'est vraiment un immunosuppresseur. Donc, il n'y a pas de place pour la cyclosporine dans les lymphomes cutanés. Alors, je crois avoir vu dans le chat tout à l'heure qu'il y a une personne qui avait été traitée par cyclosporine et son mycosis fongoïde est apparu ou s'est aggravé. Alors ça peut être une circonstance chez les patients qui étaient faussement diagnostiqués comme un eczéma ou bien comme un psoriasis et qui ont eu des traitements de cyclosporine et finalement ça a révélé leur lymphome cutané qui était là depuis le début. Très bien. Écoutez, on va s'arrêter là. On a pris un tout petit peu de retard. On va passer à la présentation suivante, puis on reviendra tout à l'heure, je pense, avec un peu plus de questions. Donc maintenant, nous allons passer à la 5e présentation qui va vous parler de la plateforme d'accompagnement de patients qui s'appelle MyFocare, présentée par Patientis, par Laurette et par Aurélien. Bonjour à tous. Donc, merci Guy pour cette introduction. Je vais juste me présenter rapidement. Donc, moi, je suis Laurette Gruan, je suis chef de projet chez Patientis et je travaille donc sur le programme MyFocare. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Aurélien Gouin, que je vais laisser se présenter rapidement. Qui travaille avec Laurette sur le programme MyFocare. Voilà. Et donc, on est accompagné également de Elena Soupa, donc une des infirmières du programme MyFocare. Bonjour à tous. Alors, pour commencer, je vais vous faire une brève introduction sur la société pour que vous compreniez un petit peu donc, qui nous sommes. Alors, nous sommes Patientis, une entreprise créée il y a plus de 20 ans aujourd'hui et nous sommes considérés en France comme la référence dans l'accompagnement des patients. Effectivement, on a à ce jour plus de 40 programmes d'accompagnement comme MyFocare, mais également des programmes d'apprentissage et des missions de santé publique. Donc, on travaille au quotidien avec des infirmières comme Elena qui sont consacrées à 100% à nos missions. On travaille sur diverses pathologies, mais on a également donc, une expertise en oncologie, notamment par la gestion de la ligne Cancer Info Service depuis de nombreuses années maintenant, donc depuis 2012, et qui représente à ce jour 15 000 demandes par an, donc ce qui n'est pas négligeable. On est également un partenaire de référence pour les acteurs de la santé en France, parce que comme vous pouvez le voir, on travaille avec beaucoup de laboratoires, des hôpitaux, des pouvoirs publics, mais également avec des associations de patients, donc comme l'association ELI. Pour ce qui est du cœur du sujet aujourd'hui, donc le programme MyFocare, je vais vous le présenter. Alors, le programme MyFocare, c'est quoi? C'est une action d'accompagnement des patients qui souffrent de mycosis fongoïde et qui sont traités par agent alkylant par voie topique. C'est un programme qui a été conçu en 2021 par un comité scientifique. Donc, un comité scientifique, c'est un groupe de professionnels de santé dont faisait partie le professeur Martine Bagot, mais également monsieur Guy Bouquet, qui sont avec nous aujourd'hui. Et finalement, c'est quoi les avantages d'un programme d'accompagnement pour vous, patients, et qu'est-ce que ça va vous apporter? Eh bien, vous allez pouvoir bénéficier de conseils privilégiés de la part d'une équipe infirmière formée à la pathologie, mais également au traitement. Et elles vont pouvoir répondre à toutes vos questions, puisqu'il y a un numéro vert qui est gratuit sur lequel vous pouvez appeler, mais également, on a des appels de suivi qui seront programmés. Ça va permettre également une coordination entre tous les acteurs de votre parcours de soins. Donc, ça peut être votre pharmacie, vos infirmiers libéraux si vous en avez, mais également toute l'équipe hospitalière. Donc, finalement, pour votre médecin, ça va être un gain de temps thérapeutique qui va pouvoir se concentrer sur votre suivi et pouvoir vous suivre entre les temps de consultation. Voilà à quoi ressemble le protocole d'accompagnement MyFocare. C'est un accompagnement sur 1 an ou 12 mois qui commence par une visite médicale avec votre médecin prescripteur. Et lors de cette visite médicale, vous allez remplir un consentement
Et suite à la réception de ce consentement, on va avoir notre équipe d'infirmières, donc par exemple Elena, qui va pouvoir vous appeler et faire ce qu'on appelle une validation d'inscription. Elle va vous expliquer un petit peu en quoi va consister l'accompagnement, comment ça va se passer et un petit peu le déroulé de la suite. Ensuite, si vous êtes en initiation de traitement, donc si c'est la première fois que vous prenez votre traitement, on aura ce qu'on appelle un suivi d'initiation. Donc pendant le premier mois, vous aurez un appel par semaine. Puis après, on aura ce qu'on appelle les appels de suivi qui auront lieu au 2e, 3e, 6e, 9e et 12e mois de l'accompagnement, où là, on va pouvoir suivre un petit peu l'évolution de votre pathologie, savoir si votre traitement, il vous convient, s'il y a des problèmes éventuels, des effets indésirables, et si besoin, on pourra faire des remontées à votre médecin. En parallèle de tous ces appels de suivi, enfin tous ces appels, les appels qu'il y a dans le programme, il y a aussi la possibilité d'avoir des auto-questionnaires. Et avec ces auto-questionnaires, vous pourrez déposer des photos pour qu'on puisse suivre votre prurite, donc vos plaques et vos démangeaisons. Ça va être aussi des auto-questionnaires qui vont être pour suivre votre anxiété, vos plaques toujours, mais également votre qualité de vie. Pour résumer, donc, le protocole d'accompagnement MIFOCare, ce sont donc des appels de suivi, des auto-questionnaires si vous le souhaitez, le numéro vert sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions à nos équipes, qui est ouvert donc, du lundi au vendredi de 9h à 18h, mais également des alertes médecins qui peuvent être remontées si l'infirmière estime que votre médecin doit être au courant de certaines choses. Votre médecin peut aussi vous suivre à l'aide d'un extranet sécurisé sur lequel il peut récupérer les comptes rendus des appels, mais également les alertes. Et en plus de ces appels, de ces auto-questionnaires, on vous propose 2 autres services, c'est-à-dire la livraison de votre traitement à domicile, mais également le rappel de la date de péremption de votre traitement, soit à votre médecin, soit à vous. Donc là, je vous montre un petit peu tous les supports du programme MIFOCare. Donc on retrouve une pochette médecin prescripteur, une brochure d'information patient, mais également le formulaire d'inscription que je vais vous montrer tout de suite. Donc, voilà à quoi ressemble le formulaire d'inscription ou le formulaire de consentement, qui est à remplir par vous et par votre médecin, et à remplir et à signer, et à nous renvoyer donc soit par fax, soit par courrier à l'aide d'une enveloppe qu'on vous fournit. Pour ce qui est de la partie à remplir par vous, le patient, ça va être des choses assez succinctes, donc des données personnelles telles que le nom, le prénom et la date de naissance, mais également pour le premier appel, on va vous demander si vous préférez être appelé le matin ou l'après-midi. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous laisser les coordonnées de votre pharmacie hospitalière pour qu'on organise la livraison de votre traitement à domicile. Et au choix, comme je disais, vous pouvez choisir un accompagnement avec un suivi avec ou sans auto-questionnaire. Et pour ce qui est de la partie à remplir par votre médecin, là encore, ça va être des choses assez succinctes, c'est-à-dire nom, prénom, adresse, mais également l'adresse mail pour que le médecin puisse créer son compte extranet et pouvoir vous suivre avec les comptes rendus qu'on va lui mettre sur la plateforme, mais également les alertes. Le prescripteur remplit également quelques données sur la maladie du patient, où il en est, quels sont ses traitements. Et au choix, il pourra choisir si le patient va bénéficier de la livraison à domicile du traitement, s'il va bénéficier du rappel de péremption du traitement et s'il souhaite que les comptes rendus soient envoyés à lui et à son équipe hospitalière. Et pour vous donner un peu un ordre d'idée sur ce qu'est le programme MIFOCare aujourd'hui, eh bien, à date, c'est 34 patients inscrits avec 47% de femmes et ces patients ont un âge moyen de 64 ans. On a eu 16 médecins prescripteurs qui nous ont inscrit des patients et ces médecins sont répartis dans 12 hôpitaux français, dont vous voyez la répartition sur la carte de France juste à droite. Et donc aujourd'hui, c'est plus de 126 appels de suivi qui ont été réalisés et on a 41% de nos patients qui bénéficient de la livraison du traitement à domicile. 80% d'entre eux ont choisi aussi d'avoir un rappel de la date de péremption de leur traitement. Et donc, tous nos patients bénéficient d'un suivi par téléphone donc sur cet accompagnement d'1 an où on prend rendez-vous avec vous pour les rendez-vous. Et la moitié d'entre eux ont choisi d'avoir en plus un suivi avec des auto-questionnaires. Ici, on voit le suivi de la qualité de vie des patients MIFOCare au cours de l'accompagnement. Donc, on a mesuré ces données à l'aide d'un questionnaire de qualité de vie où le score total est sur 30, où 0 étant que la maladie n'a aucun effet sur la vie du patient, et 30, la maladie a un effet extrêmement important sur la vie du patient. Donc, pour un patient, il vaut mieux être proche de 0 que de 30. On voit ici que nos patients MIFOCare avaient, lors du premier rendez-vous, donc lors de la validation d'inscription, la VIP, un score de 3,60 sur 30.
Puis au cours de l'accompagnement, on voit que ce score diminue. Donc finalement, la qualité de vie des patients est améliorée et la maladie a de moins en moins d'impact sur leur vie. Alors ici, c'est aussi dû au fait que les patients commencent un traitement. Donc évidemment, leur qualité de vie est améliorée. Donc c'est tout à fait normal. Mais voilà, l'accompagnement permet de suivre ces patients et de les accompagner vraiment tout au long de leur pathologie. Et pour finir un petit peu sur le côté vraiment avis du patient, je vais laisser Elena Soupa qui en parlera beaucoup mieux que moi de l'avis des patients sur ce programme d'accompagnement. Elena, je te laisse la place. Alors, merci beaucoup. Du coup, alors on va parler juste un peu du témoignage. Donc voilà, c'est quelques témoignages que l'on voit qui ont été posés aussi en question aux patients que l'on suit. Concernant les avis en fait des patients qui sont suivis donc au sein du programme MiFoCare, la plupart nous disent être quand même contents d'être accompagnés, même si c'est par téléphone, car donc ça leur permet d'avoir un interlocuteur paramédical, donc autre que médecin, et ça leur permet aussi de faire le point et de ne pas se sentir seuls dans leur quotidien, notamment pour tout ce qui est application du traitement donc de l'EDAGA et dans leur suivi de mycosis fongioride. Voilà, ils sont aussi satisfaits de la partie portage pour ceux qui le souhaitent. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas besoin de se soucier de s'organiser pour aller récupérer le tube en pharmacie hospitalière. Certains patients sont effectivement assez loin de leur pharmacie hospitalière et donc ils apprécient d'autant plus cette organisation autour d'eux. La seule chose qu'on leur demande, c'est d'être présent au moment du portage, donc de la livraison du traitement. Et pour le coup, chaque patient est satisfait de voir en plus une infirmière mandatée par nous, donc une infirmière libérale. Ce sera elle qui sera en charge du portage. Et donc, ça leur permet aussi d'échanger physiquement avec une personne qui est mandatée par nous-mêmes. Donc, c'est quand même une excellente chose, de mon avis, de proposer ce portage-là et ce suivi, en sachant que voilà, on est aussi disponible entre chaque appel de suivi. Les patients peuvent nous appeler également entre chaque appel de suivi grâce à ce numéro vert qui est disponible. Donc, comme le disait Laurette, du lundi au vendredi entre 9h et 18h. Tout simplement parce que s'ils ont des questions ou des choses qu'ils n'ont pas forcément compris en consultation avec leur médecin, nous, on peut les aider, les aiguiller, reprendre des termes un peu médicaux aussi par moment. Voilà. Et puis, on est vraiment le lien entre eux et le médecin prescripteur, ainsi que leur pharmacie aussi, s'ils ont besoin. On est vraiment un appui et un soutien pour eux et c'est surtout ce qu'ils apprécient dans ce programme d'accompagnement finalement. Voilà. Merci beaucoup, Elena. On est disponible si vous avez des questions. Voilà. Oui, merci Elena, merci Laurette. Il y a une question qui a été posée, c'est de savoir est-ce que un patient qui est en traitement l'EDAGA peut s'auto-inscrire sur ce programme? Alors, je vais répondre à cette question. Alors, le patient peut en parler à son médecin, mais on aura besoin d'avoir le consentement rempli également par un médecin. Donc, le patient, s'il est au courant de ce programme, peut en parler à son médecin et à ce moment-là, ils pourront remplir ensemble le consentement du programme. D'accord, donc ça doit passer obligatoirement par le médecin prescripteur, qu'il soit prescripteur actuel ou pas encore. Ok, il suffit d'apporter les documents, fournir les documents. Exactement. Au prescripteur. Très bien, écoutez, je vous remercie. On a pris un tout petit peu de retard, on a 10 minutes de retard. On essaiera de poser de plus amples questions en fin de webinaire. Merci encore à tous les trois pour cette présentation. Et maintenant, nous allons passer à la dernière partie du webinaire qui sera sûrement très intéressante et peut-être la plus intéressante. C'est le témoignage de patients. Et donc, nous avons ce soir avec nous Florian Divet, patient atteint de lymphome cutané, qui va nous raconter son histoire avec la maladie et les traitements. Merci Florian. Bonjour, merci à vous de m'accueillir. Merci pour l'ensemble des présentations, ce qui est fort intéressant. Donc du coup, oui, je vais vous présenter mon parcours. Donc moi, j'ai été diagnostiqué d'un lymphome cutané, donc mycosis fongioride, en 2015. Donc un lymphome que j'avais depuis 5 ans en fait, qui a mis un peu 5 ans à se diagnostiquer. Du coup, ça a été l'apparition de plaques en fait sur le corps, du coup sur les zones du coup cachées
comme expliqué précédemment. Alors, un peu de temps pour trouver trouver la maladie, parce qu'en fait, au début, ils pensaient plus à un psoriasis. Et c'est quand j'ai changé de médecin qui m'a orienté vers un dermato sur Nantes. C'est là où j'ai eu une biopsie, et c'est là, au bout d'un moment, où ils ont vu que il n'y avait vraiment pas de psoriasis, donc c'était bien un lymphome. Enfin, c'était un lymphome cutané. Donc ça a mis un peu 5 ans à se diagnostiquer. Ensuite, j'ai été pris en charge par avant tout ma dermato de ville sur Nantes, et ensuite j'ai été pris en charge par le CHU de Nantes, du coup, pour tout le processus de soins en lien avec ma dermato de ville. Donc du coup, depuis 2015, j'ai eu plusieurs traitements. Le premier, ça a été les UVB, en fait, dans un premier temps, avec une trentaine de séances qui ont été efficaces sur pas mal de zones concernées. Ensuite, j'ai eu l'application du Valchlor, alors qui doit maintenant s'appeler le Ledaga, si je comprends bien. Et du coup, un traitement qui visuellement n'a peut-être pas fonctionné. Après, j'ai eu un traitement PDT au CHU de Nantes, avec plusieurs séances étalées sur 6 mois, qui là ont vraiment été très efficaces sur les zones, sur les plaques infiltrées. Et depuis ce traitement PDT, j'ai la chance d'être en rémission partielle sur l'ensemble des plaques concernées. Et du coup, depuis 2018, j'ai un suivi annuel avec du coup donc avec le CHU de Nantes dans un premier temps. Et là, étant donné que j'ai changé de région, j'ai contacté du coup Christophe Pouzvelos de l'association France Lymphome Espoir, maintenant ELI, qui m'a du coup orienté vers Madame Bagot, professeur Bagot, sur l'hôpital Saint-Louis, pour reprendre un contrôle, un suivi, en fait, parce que depuis 2021, je n'avais plus de suivi. Donc du coup, voilà un peu mon parcours. Donc là, du coup, lié au changement de région, j'ai dû changer de suivi. Donc voilà, un peu pour résumer mon parcours. Donc pour le moment, effectivement, j'ai la chance d'être en rémission partielle, donc c'est un suivi tous les 6 mois ou tous les ans en fonction de l'apparition des plaques, avec un traitement plutôt à base de crème dédiée au traitement. Donc voilà, grosso modo, mon parcours. Alors, je ne suis peut-être pas rentré dans les détails sur l'ensemble des traitements. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, grosso modo, pour le moment, voilà, c'est vraiment un contrôle annuel. Oui, Florian, merci. Il y a une question effectivement qui t'est posée, c'est est-ce que tu mets quand même, tu dis que tu es en rémission, est-ce que tu continues à mettre de la crème? Oui, tout à fait. Du coup, j'ai eu une ordonnance par le professeur Bagot, du coup, pour l'application de la crème. Alors, parce que du coup, je n'avais plus d'ordonnance là depuis mon dernier, quand j'étais pris en charge à Nantes, j'avais des ordonnances. Là, j'avais plus d'ordonnance depuis fin 2021. Donc là, mon rendez-vous, c'était la semaine dernière, donc c'est très récent. Et du coup, oui, j'applique la crème, une crème toutes les semaines, en fait. Enfin, j'appliquerais une autre crème avant, mais qui était pas prescrite, qui était plus de la crème hydratante, on va dire. C'était pas D'accord, mais à base de cortisone. Donc là, c'est à base de corticoïdes ou tu parles du Ledaga? Corticoïdes, oui. Voilà. D'accord. Ok. Pour l'instant, je ne vois pas de questions spécifiques. Alors, on va peut-être ouvrir, du coup, merci en tous les cas. Hein, on va pouvoir ouvrir un petit peu les questions pour tous les intervenants, y compris toi, Florian. Il y a beaucoup de questions qui sont liées à l'exposition au soleil. Alors, les internautes se demandent, est-ce que le soleil, c'est quelque chose de néfaste, ou il semblerait que pour certains types de lymphome cutané, ce soit quelque chose de plutôt positif et qui peut atténuer justement les plaques et les symptômes? Moi, ça m'a aidé, en tout cas, personnellement. C'était conseillé
par les professeurs que j'avais sur Nantes, également ma dermato de ville aussi. Et ça a été quelque chose d'assez flagrant. Ouais. L'été, lorsque je m'exposais au soleil, j'avais beaucoup moins d'apparitions de plaques. Ouais. Oui, c'est d'ailleurs dans la même idée qu'on utilise la photothérapie, puisque ce sont des ultraviolets. Donc, effectivement, on conseille souvent alors d'y aller, bien sûr, avec précaution, à ne pas se prendre des coups de soleil, etc. Mais ça, c'est tout à fait le cas. Mais c'est pour tout type de lymphome cutané pour les mycoses rhomboïdes en plaques. Les MF en plaques. D'accord, oui. Très bien. Il y a aussi beaucoup de questions sur les lymphomes T et les lymphomes B. Il semblerait qu'on a effectivement beaucoup parlé de lymphome T. Qu'en est-il des lymphomes B? Et quelles sont les différences majeures entre ces deux types de lymphomes cutanés? Moi, je peux répondre si vous voulez. Donc, les lymphomes T représentent les 3/4 des lymphomes cutanés et les lymphomes B, 1/4. Donc, beaucoup de lymphomes B, la plupart des lymphomes B sont très indolents. Ça se manifeste sous forme de petites lésions de petite taille. Ça ne touche que la peau et souvent, l'évolution est excellente, très, très bonne. Il y a juste un sous-type plus rare de lymphome B qui a une évolution moins favorable, qui survient plutôt sur les jambes et plutôt chez les personnes âgées. Mais la majorité des lymphomes B ont un très bon pronostic. Et quels sont les traitements pour ces lymphomes B? Alors, je reprends peut-être la main, puisque voilà, c'était sur ma dernière diapo, je suis allée assez vite déjà que j'ai un peu dépassé mon temps. En fait, lorsque ce sont des petites lésions, des petits nodules, voire même une tumeur, on traite souvent par radiothérapie. Parfois, même si c'est tout petit, on peut faire enlever ou parfois on peut faire des injections, même dans ces lésions, des injections de corticoïdes. Et puis, lorsqu'on a davantage de lésions, parfois on peut être amené à faire un anticorps ciblé contre les lymphocytes B, qui se fait sous forme de perfusion. Et en général, on fait 4 perfusions hebdomadaires. Voilà. Mais la plupart du temps, effectivement, ce sont des lymphomes de très bon pronostic. Et ce n'est que dans le lymphome qui survient chez les sujets âgés au niveau des jambes qu'on est amené à faire une chimiothérapie en plus de l'anticorps. Très bien. Alors, vous voyez, ça fait exactement 1h30 qu'on a commencé. On n'a pas encore parlé du Covid. Eh bien, je vais mettre les pieds dans le plat. On a des questions par rapport à la vaccination contre le Covid. Est-ce que certains internautes se posent la question, est-ce qu'on est considéré comme patient sévèrement immunodéprimé quand on a un lymphome cutané, oui ou non? Et aujourd'hui, faut-il continuer à faire ces injections de vaccins contre la Covid? Alors moi, je veux bien répondre. Bien évidemment, il est toujours préférable d'être vacciné contre la Covid. Pour la plupart des patients qui ont un lymphome B indolent ou un lymphome T débutant ne sont pas immunodéprimés. Les patients qui ont juste des traitements locaux ou qui ont des traitements immunomodulateurs ne sont pas immunodéprimés, mais on leur recommande d'être vaccinés contre la Covid comme toutes les personnes, comme tout le monde. Et les patients qui ont un stade plus avancé, qui peuvent avoir une chimiothérapie ou des anticorps monoclonaux qui diminuent le nombre de lymphocytes, pour ces patients-là, ça n'est pas un choix personnel, c'est plus une option. Ces patients-là sont à risque d'infection plus élevé, ceux-là sont immunodéprimés. Et là, il est très, très important qu'ils soient vaccinés contre le Covid. Là, ça n'est plus une question qui se discute parce que chez ces patients-là, une infection par le Covid peut avoir des conséquences beaucoup plus ennuyeuses. Mais donc, la grande majorité de nos patients ont très, très bien compris que c'était leur intérêt d'être vaccinés contre la Covid. Et voilà, c'est un message, bien évidemment, qu'on a délivré toujours que le vaccin contre la Covid était indiqué chez tout le monde et surtout chez les patients qui ont un traitement immunosuppresseur. Oui. Très bien. Merci, professeur. Alors aussi, énormément de questions sur la guérison. Les gens se posent la question de savoir si on peut guérir d'un mucosis fongoïde. Est-ce que si on est considéré à 3 ans de rémission, par exemple, d'un lymphome B, on peut être considéré comme guéri?
Je vais peut-être répondre. Donc, c'est une vaste question. Alors là, vous avez cité un lymphome B. C'est vrai que dans certains lymphomes B indolents, s'il ne s'est rien passé pendant 3 ans, par exemple, on est quand même assez serein. Bon, il faut toujours surveiller si jamais il y a quelque chose qui apparaît. Bon, ça peut toujours revenir. À ce moment-là, on retraitera de la même manière et on est toujours dans des lymphomes indolents. Mais on peut effectivement obtenir des rémissions et des guérisons de certains types de lymphomes. Pour le mycosis fongoïde, c'est un petit peu différent parce que, sauf, comme je l'ai dit tout à l'heure, sauf dans les lésions très très limitées, c'est vrai que la plupart du temps, c'est une maladie qui peut être indolente, mais qui est souvent chronique et qui nécessite un traitement au long cours, régulier, réadapté. Parfois, il y a des pauses, parfois, il y a des personnes qui n'ont absolument aucune lésion pendant parfois des mois, voire des années après certains types de traitements. Mais c'est vrai que guérir complètement de ces lymphomes cutanés, ces mycosis fongoïdes, c'est pas vraiment le cas. Alors, peut-être, j'ai cité la greffe, l'allogreffe, qui peut, dans certains cas, obtenir des rémissions et même des guérisons chez certains patients. Eh ben, professeur, vous avez lu ce que j'avais en tête, parce que la question suivante, c'était: y a-t-il des avancées dans la greffe de cellules souches pour vaincre les lymphomes cutanés? Alors, le docteur de Masson n'est pas là, donc ce sera à vous de répondre. Voilà, mais j'ai cité effectivement l'allogreffe tout à l'heure dans ma présentation en disant que Adèle Le Masson avait coordonné au sein du groupe lymphome une étude évaluant l'efficacité et la tolérance de l'allogreffe. Hein, donc, c'est l'allogreffe, donc c'est pas avec ses propres cellules. Hein, et c'est vrai qu'on a des résultats. Alors là, voilà Adèle. Je peux prendre la parole. Oui, j'étais là, excusez-moi. Oui, on a effectivement, alors il faut quand même préciser que il faut être en forme hein, pour supporter une allogreffe. Comme l'a dit le professeur Bello-Barry, c'est pas un traitement anodin. Il y a des effets secondaires qui sont dus à la greffe, il y a un risque d'infection pendant longtemps, mais c'est clair que c'est un traitement qui apporte un espoir pour les patients qui peuvent le supporter. À condition aussi d'avoir réussi à avoir une rémission de la maladie. Ça veut dire que idéalement, on greffe les patients avec le moins de maladies possible, à la fois dans la peau et dans le sang. Et on a des patients qui sont sans traitement depuis maintenant plus de 5 ans après une allogreffe. Et donc, on ose dire qu'ils sont probablement guéris de leur maladie. Merci beaucoup, docteur. Une question, est-ce que l'autogreffe fait partie des thérapeutiques pour les lymphomes cutanés? Ça n'en fait plus partie, ça a été essayé et en fait ça donne des très bonnes réponses à court terme parce qu'en fait l'autogreffe c'est les propres cellules du patient et donc les patients en fait souvent rechutent après l'autogreffe. L'intérêt de l'allogreffe où on greffe les cellules donc d'un donneur qui est un frère, une sœur ou un donneur de fichier, c'est que ces cellules vont reconnaître comme étrangères les cellules du lymphome et permettre en fait de s'attaquer à elles et de maintenir la maladie en rémission. C'est ce qu'on appelle l'effet GVL, graft versus lymphoma, donc la greffe contre le lymphome, qu'on a seulement avec l'allogreffe et pas avec l'autogreffe. Donc maintenant, on propose plus d'autogreffe dans ces maladies-là. Je complète juste par rapport à ce que je lis dans le chat que ce qui est dit là, c'est vraiment pour le mycosis fongoïde et centre de Césari. Dans d'autres lymphomes, l'autogreffe garde sa place. D'accord, très bien. Alors j'ai une question anecdotique. Quand on parle du mycosis fongoïde, y a-t-il un lien avec les champignons? A priori, non. C'est peut-être historiquement, peut-être que ça faisait référence à des tumeurs. Voilà, historiquement, probablement, comme des champignons sur la peau sous forme de tumeurs. Mais bon, ça n'a rien à voir. C'était le terme utilisé par Alibert qui a décrit les mycosis fongoïdes comme des tumeurs ressemblant à des champignons. Mais effectivement, c'est très important d'écrire. Voilà. Mais ce ne sont pas des infections à champignons, c'est vraiment une prolifération de lymphocytes, comme cela a été expliqué. Très bien. Une question sur Pardon? Et ce n'est pas contagieux. Oui, voilà. Merci de le préciser. Alors, une question sur le mogamulizumab. Y a-t-il une étude qui a évalué le temps entre l'arrêt du traitement et éventuellement une récidive du syndrome de Césari? Il n'y a pas de grande étude qui a étudié ça. C'est vrai qu'avec le mogamulizumab, on peut avoir des rémissions très, très prolongées, ce qui est très intéressant.
Certaines équipes espacent aussi les injections, mais ça n'a pas encore été évalué. Donc tout ça, ces modalités de prescription du mogamulizumab, ça va faire dans les années qui viennent l'objet d'études pour voir quel est le meilleur schéma thérapeutique. Mais en tout cas, c'est un traitement qui induit des rémissions très prolongées sans traitement chez certains patients, ce qui est extrêmement intéressant. D'accord. Une question pour Florian. Est-ce que le lymphome cutané a beaucoup impacté ta qualité de vie et plus précisément ta vie professionnelle? Impacté, oui, un petit peu. Après, l'avantage d'avoir été à Nantes, j'avais vraiment tout à proximité, que ce soit pour les UV, comme évoqué dans une présentation précédente, je n'avais pas besoin de faire beaucoup de kilomètres pour faire les UV chaque jour. Donc c'était une contrainte, mais au final, qui n'en était plus une. Après, c'est sûr que ça... Étant donné qu'on ne sait pas trop, comme c'est très variable, il y a des contraintes. On ne sait pas trop comment ça peut évoluer, etc. Après, le fait d'avoir été bien suivi, ça a vraiment réduit les contraintes. C'est vrai qu'en peu d'années, j'ai eu l'avantage d'avoir testé une bonne partie des traitements. Donc après, ça n'a pas été une grande contrainte, on va dire, professionnellement. Et j'ai pu m'adapter, en fait, par rapport aux traitements. Ce n'est pas des traitements qui duraient très longtemps. L'avantage, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Écoutez, vous savez, ça fait pratiquement 1h40 que nous sommes en ligne. Je voulais remercier à toutes les personnes qui se sont connectées. Nous étions au-delà de 110 participants à un moment donné. Merci aux intervenants pour vos présentations qui étaient très claires, très détaillées et surtout pour la qualité des réponses que vous avez pu donner à tous nos internautes, en espérant en tous les cas qu'on a pu répondre à toutes les questions. En tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura le replay qui sera mis à disposition dans les heures qui viennent. Donc, vous pourrez revoir ce webinaire autant que vous le voulez. Et puis, encore une fois, merci à tous, prenez soin de vous et très bonne soirée.